mais Monsieur Georges Sédas qui est conseiller technique en droit des étrangers et formateur, va aborder la question sous forme de violence conjugale, régularité du séjour, et répondre à vos questions. Vous voulez peut-être faire une introduction, Monsieur Sédas? Un petit mot, je... Un petit mot. Oui. D'accord. Oui, désolé. Hein, un petit. Un petit. Je ne vais pas prendre beaucoup Très de temps. petit. Oui, Migra Santé s'est engagé, mais on travaille ensemble, et Madame Juliette Faye, on faisait des stages sur la question. Hein, vous le connaissez, c'est pas de ça que je voulais parler, mais nous étions les premiers, parce que j'ai une lettre du tribunal de Bobigny, comme quoi les médias ils sont emparés de la première excision ici en France, ils en ont parlé, et on était pour dire effectivement sur une atteinte au corps de la femme, et il nous a bien remerciés parce qu'on a été là comme témoin. L'autre, parce que j'ai entendu que est-ce que ça relève d'une religion? Non. Et mon ami Malk Chebel, il a écrit un livre sur la circoncision, il est décédé, et il a comparé avec l'excision. C'était chez les Nubiens égyptiens, il y a 4000 ans avant, c'est-à-dire avant les religions monothéistes. Donc c'est une tradition, et la religion, bien sûr, il répond quelquefois aux coutumes, aux traditions. Donc ça n'a rien de religieux, ça existe chez les Falachas, qui sont des juifs, ça existe chez les Éthiopiens, qui sont des chrétiens, ça existe chez des musulmans, qui sont des musulmans dans le sud de l'Égypte, comme ça a été dit, ou le Soudan. Donc il n'y a rien de religion, c'était, premièrement, comme pour la pureté, les Francs, quand ils étaient dans les croisades, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des cadenas autour des femmes pour qu'ils restent chastes. C'était un petit peu ça, mais c'est surtout de la propreté. C'est-à-dire, comme c'était des pays chauds, donc il y a les phimosis, ça donnait des maladies pour le masculin, et ça a été pareil pour le féminin. Et ils avaient trouvé dans le temps ancien que couper ses organes, donc il y avait un côté de propreté, il y a un côté de pureté, donc ça n'a rien à voir de religieux ou de croyance. Et merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je peux y aller là? Oui. Non. Bonjour à tout le monde. Bien, moi, je suis plutôt dans la question juridique de l'accès au titre de séjour. Bon, on sait que les femmes migrantes sont, même si on n'a pas de statistiques précises là-dessus, très souvent victimes de violences conjugales, qu'elles soient conjointes de Français ou arrivées dans le cadre au moins familial. Donc, je vais aborder un peu la question de la régularisation de ces personnes. Mais au préalable, je voudrais quand même réagir un petit peu par rapport à ce que Madame Ndiaye vient d'exposer. On la remercie, parce qu'elle n'a pas du tout abordé la question, parce que vous avez dit que les parents sont aimants, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est peut-être le cas. Mais vous savez, il y a de plus en plus de parents qui sollicitent la protection pour leur petite fille auprès de l'OFPRA. Il faut savoir que l'OFPRA considère les petites filles potentiellement excisables comme un groupe social, même titre que les homosexuels, etc. Et donc, moi, je tiens des permanences juridiques un peu auprès d'associations, etc. Et je rencontre beaucoup de parents qui déposent des demandes auprès de l'OFPRA, voire quelquefois ça va jusqu'à la Cour nationale du droit d'asile. C'est pas non plus quelque chose qui se fait systématiquement. Les dangers sont pesés au niveau de l'OFPRA, tout ça. Et donc, l'enfant obtient le statut de réfugié. Et par voie de conséquence, les parents obtiennent un titre de séjour qui est un titre de séjour de 10 ans d'emblée. Voilà, donc ça c'est important de savoir. Donc il y a des parents qui sont de plus en plus conscients, si vous voulez, de ce danger, et qu'en même temps font ces démarches-là. Voilà, je vais faire cette petite approche. Autrement, concernant la loi qui, on parle plus précisément du code de l'entrée et de séjour des demandeurs d'asile, nous avons deux
type d'approche, si on veut, pour la question de la régularisation des femmes qui sont victimes de violences conjugales. La première approche, c'est, vous savez, l'ordonnance de protection qui est décidée par le juge aux affaires familiales. L'ordonnance de protection qui a été créée avec la loi de 9 juillet 2010, la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes. Et cette ordonnance de protection, elles ne sont pas nombreuses. Hein. J'ai vu qu'il y a eu, enfin j'ai les chiffres de l'année 2021, il y a eu quelques 5900 ordonnances de protection pour quelques 208 000 victimes. Donc, alors, combien d'ordonnances de protection concernent des femmes étrangères? On n'a pas de statistiques concernant ça. On ne peut pas le savoir. Il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de protection a été introduite dans le code de l'entrée et de séjour et il fait obligation, d'une certaine manière, au préfet de délivrer un titre de séjour vie privée familiale d'une validité d'1 an. Ça, il faut le savoir. C'est donc l'article L425, 6, 7 et 8 du code de CCDA. On verra ensuite après quelle est la réalité du terrain, parce que ce qui est inscrit dans la loi, parfois on a du mal à le faire appliquer. C'est toute la question des violences conjugales et puis ensuite ce qu'on peut appeler les violences administratives, parce que c'est pas évident, notamment depuis un certain temps, de faire valoir cette ordonnance de protection. L'autre aspect, alors l'ordonnance de protection, elle concerne absolument tout le monde, toutes les femmes, ça peut être appliqué à des hommes aussi, il n'y a pas de sexe dans la loi, hein, même si on sait que c'est 86% des victimes de violences conjugales sont des femmes, mais elle peut s'appliquer également à des hommes. Du coup, cette ordonnance de protection, elle concerne absolument tout le monde. Il n'y a pas de notion de mariage, ça peut être un concubin, ça peut être quelqu'un qui est pacsé, etc. L'autre l'autre aspect qui est inscrit, enfin d'autres possibilités qui sont inscrites dans la loi, ce sont les conjoints de Français. Et là, la loi prévoit qu'effectivement, lorsqu'il y a des violences conjugales, l'épouse peut obtenir un premier titre de séjour, voire le renouveler, pour autant que les violences sont avérées. Et là, il y a tout un chemin à faire. Il faut déposer des plaintes, des fois faire demande de divorce, etc. Et enfin, les épouses arrivées dans le cadre du regroupement familial. Mais dans ce cadre-là, on est, il y a un lien, l'épouse, la femme est totalement dépendante de son statut d'épouse, soit de Français, soit de quelqu'un qui vit en France et qui a fait les démarches de regroupement familial. Et les préfets vérifient à chaque fois la communauté de vie. Donc, dans le cadre d'épouses français, elles sont tenues à une communauté de vie pendant les 3 premières années et ensuite ont la possibilité de passer un titre de séjour plus sécurisant qui est le titre de séjour de 10 ans. Sachant que la loi prévoit que jusqu'à la 4e année du mariage, le titre de séjour peut être retiré s'il y a plus de vie commune. Et là, les seuls éléments qui permettent de renouveler ou d'obtenir le titre de séjour, c'est soit le décès de l'époux, soit les violences conjugales. Contrairement à l'ordonnance de protection qui fait obligation au préfet, là, il y a toute une série de choses à justifier, etc. Quelquefois, j'ai rencontré des femmes qui se voient retirer leur titre de séjour, ne pas renouveler le titre de séjour, etc. parce qu'elle n'a pas suffisamment fourni de justificatifs pour les violences avérées. Et donc, dans le regroupement familial, c'est exactement la même chose, sachant qu'il y a
obligation de vie commune pendant au minimum 3 ans, et au bout de 3 ans, on peut passer à des titres de 10 ans. Alors, l'ordonnance de protection, elle peut concerner également non seulement les violences conjugales, comme les mariages forcés ou encore les violences intrafamiliales. Donc, c'est un peu plus large. Et enfin, je veux dire, aussi bien dans la question des mariages, des conjoints français que dans les cas de roman familial, le préfet ne retient que la notion de mariage. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pacsé ou qui est un simple concubin, la loi ne s'applique pas à ces personnes si elle n'est pas titulaire d'une ordonnance de protection. Donc, ça exclut beaucoup de situations. Et dans les permanences, on a des personnes qui ne sont pas forcément mariées, qui sont victimes de violences conjugales et qu'on a beaucoup de mal à faire accepter l'examen de ces situations par les préfectures. Alors, maintenant, la réalité sur le terrain, vous savez tous, il me semble que si vous avez un peu croisé des personnes qui sont dans ces situations-là, que toute la grande difficulté depuis déjà un certain nombre d'années, c'est d'accéder aux services de la préfecture. Et avec toute cette politique de la dématérialisation des démarches, on a un mal fou. Alors, que ce soit sur des marches simplifiées, que j'appelle moi des démarches compliquées, ou que ce soit sur le site de la Nef, j'ai fait un peu le tour de toutes les préfectures de l'Île-de-France. Il n'y en a pas une seule qui a mis un lien par rapport à la question de demander un rendez-vous pour faire valoir cette situation, déposer une demande de régularisation, voire, quand c'est un renouvellement, oui, le lien existe, mais aucune préfecture n'a de lien direct, c'est-à-dire même quand vous avez une ordonnance de protection, c'est une décision d'un juge, la plupart des préfectures passent ça sur la rubrique admission exceptionnelle au séjour, qui est extrêmement difficile à mettre en route actuellement, avec des délais inconnus. La plupart des préfectures ont des procédures maintenant pour faire des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. C'est d'actualité, notamment les gens qui cherchent à avoir des titres de séjour pour le travail, etc. Et on n'a absolument aucun délai. Donc, la plupart du temps, il faut faire intervenir des élus ou des associations, etc., pour que la personne puisse être convoquée. Donc, à la fois, ces femmes sont victimes de violences, d'un côté, de la part de leur conjoint, et d'autre part, elles ont beaucoup de difficultés à mettre en route une demande d'obtention de titre de séjour, voire une demande de renouvellement des titres qui ont été attribués dans un premier temps. Voilà un petit peu le schéma. Je pense que vous aurez des questions et qu'on pourra, avec des cas précis, aller un peu plus loin dans les questions. Voilà, c'est pour actuellement ce qui existe dans les textes, c'est l'ordonnance de protection d'un côté et les conjoints de Français ou les conjoints de personnes arrivées dans le cadre du regroupement familial. Bien, je vous remercie de cette présentation. J'avais cru que c'est l'introduction. Bien, y a-t-il des questions? Oui. Ah non, normalement, il y en a ici et là. Bonjour. Du coup, moi, j'ai une question, c'est que ces femmes, une fois qu'elles obtiennent un titre de séjour d'1 an, au niveau, à la fin de ces 1 an, c'est là que je me pose la question, comment on fait pour la régulariser, en fait? Parce que du coup, elle subit plus de violence parce qu'elle a quitté son mari. Elle est mise à l'abri par le 115, mais elle n'a pas suffisamment de critères pour réunir une autre demande de régularisation. Donc, en fait, comment on fait un renouvellement? Comment on fait... Moi, c'est ça. Alors, si la personne a déjà obtenu un titre de séjour,
en qualité de conjointe de français, par exemple. Je ne sais pas quelle est la situation de votre Non, cas. elle avait même pas encore le titre de séjour, donc elle a un titre de séjour d'1 an parce qu'elle a une protection, donc Ouais. pour violence. Mais à la fin de ce titre de séjour, enfin, c'est sur quels critères que je peux... Alors, mais vous me dites que la personne a déjà une ordonnance de protection ou pas? Oui, on part du principe qu'elle a une ordonnance de protection, Ah oui, qu'elle a un titre d'accord. de séjour pour violence d'1 À an. partir du moment où il y a un titre de séjour, vous allez sur le site vie privée familiale, etc. Il faut déposer une demande de renouvellement. En ce moment-là, il faudra éventuellement, si la personne a été victime de violences conjugales, déposer les éléments, certificats médicaux, plaintes, etc. Elle peut le renouveler même si elle n'est plus avec son mari, du coup, parce qu'elle a quitté... Si les violences conjugales sont avérées, bon, Ouais. on est dans deux cas de figure différents. S'il y a une ordonnance de protection, là, il n'y a aucun souci, la personne peut entamer la demande de renouvellement et fournir cette ordonnance de protection. Vous savez, vous avez des liens, vous allez scanner le document, vous allez le joindre à la demande. S'il s'agit d'une épouse de Français, la question est différente et qui n'a pas d'ordonnance de protection, là, il va falloir qu'elle justifie des violences avérées. Hein, et là, alors là, le traitement par les préfectures, il peut varier. Chaque préfecture fait, je veux dire, une façon différente de traiter ces situations-là. Il y a un cadre, mais il est appliqué au bon vouloir du préfet en ce moment-là. Mais ce qui est conseillé, c'est qu'il y ait quand même des plaintes déposées, qu'il y ait des certificats médicaux, et éventuellement qu'il y ait une demande de divorce, etc. Alors, certaines préfectures vont jusqu'à demander l'ordonnance de protection et ce n'est pas du tout une obligation. On a vu que les ordonnances de protection, c'est quand même pas quelque chose qu'on obtient très facilement. En plus, elles sont délivrées pour une durée de 6 mois, renouvelables éventuellement au vu de la situation, si la personne est toujours menacée par son conjoint, etc. Est-ce que la réponse vous convient? Après, je pense que c'est le texte, mais en soi, quand on sera avec la dame ou la préfecture, on rencontrera des difficultés de toute manière. Merci. Autre question? Il y a une autre là-bas. Oui, bonjour. Du coup, dans le cas où une personne a donc le titre de séjour, par exemple pour mariage ou quoi, lors du renouvellement, si elle n'est plus avec son mari, donc on fait un renouvellement pour le même type de séjour. Donc on redemande comme si c'était un mariage conjoint de Français, par exemple. Mais sauf qu'après, évidemment, on ne fournit pas les preuves de vie commune, mais on fournit les preuves de violence conjugale, éventuellement une ordonnance de protection, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ok. Tout à fait ça. Mais du coup, effectivement, je rejoins madame, mais donc l'année suivante, donc admettons, j'ai accompagné une personne. Elle a un titre de séjour 1 an. Après ce 1 an, violence conjugale, elle l'a quitté, j'ai plein de preuves, elle a une ordonnance de protection, je renouvelle pour 1 an de nouveau, mais du coup, voilà. Mais la troisième année, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? La loi dit la chose suivante, si l'auteur des faits est condamné, parce qu'il y a un suivi qui va se faire, la conjointe peut obtenir un titre de séjour de 10 ans, ce qui est un peu particulier, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des dépôts de plainte, etc. Donc, il y a la possibilité de passer un titre de séjour si l'auteur des faits a été condamné, si sa plainte arrive à être traitée, tout ça. D'accord, merci. Oui, il me semblait avoir déjà vu ça aussi dans la traite des êtres humains ou ce genre de choses. Si les auteurs ils sont condamnés, on peut... C'est un peu là, voilà. oui. C'est un autre type de violence, oui, bien sûr. Mais effectivement, il faut porter plainte contre les auteurs, etc. Puisque lavage moderne traite, etc. Merci. Bonjour. Une petite question plutôt générale en fait, puisque nous avons beaucoup de bénéficiaires qui souhaitent déposer une demande soit de premier titre de séjour, soit de renouvellement sur la préfecture de Paris précisément. Et ces bénéficiaires n'arrivent même pas à avoir un rendez-vous sur le site internet donc de la préfecture de Paris. Donc est-ce qu'il y a des moyens de contournement? Est-ce qu'il y a d'autres moyens que cela? Demander des passe-droits.
Non, malheureusement. Vous avez parlé de titre pour soins, c'est ça? Oui, et également, on fait, puisque nous suivons des personnes vivant avec le Ouais. VIH. Alors, sur la préfecture de Paris, oui, bon, c'est le mal de siècle, là, c'est partout pareil. C'est-à-dire que pour certaines demandes comme les titres pour soins, il faut effectivement passer par le rendez-vous. Et effectivement, sur Paris, on a des difficultés à obtenir des rendez-vous, mais bon, malheureusement, il faut écrire au préfet, il faut faire des contentieux, il n'y a que ça à faire. Vous savez, beaucoup de gens utilisent le référé mesure utile pour avoir auprès du juge administratif un rendez-vous en préfecture. Et ça peut se faire. Alors, le juge administratif, il lui faut un certain nombre d'éléments. Dans un cadre que vous savez maintenant, avec la dématérialisation des demandes, vous avez des sites, ANEF, démarches compliquées, hein, donc vous pouvez y aller, déposer une demande. Mais certaines demandes, comme les titres de séjour pour soins, ça n'y est pas. Ça n'existe pas. Donc, pardon? Sur quelle préfecture? Oui, bah, de toute façon, toutes les démarches vont passer par l'ANEF. Il y aura plus de démarches simplifiées. Ça sera que ANEF. Il y a déjà beaucoup de demandes de titres de séjour qui sont sur ANEF. Évidemment, bon, c'est comme l'accès, enfin la mission exceptionnelle au séjour. Là, beaucoup de préfectures l'ont déjà mis sur démarches simplifiées. Donc, vous déposez des dossiers et vous attendez. Dans le cadre des titres pour soins, pour l'instant, c'est de prise de rendez-vous. Et ces rendez-vous, malheureusement, n'existent pas ou existent, mais il faut parfois être là toute la journée, à 2 heures du matin, au petit matin, chercher le rendez-vous. C'est des automates qui gèrent ça. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de faire des courriers recommandés, faire des captures d'écran, des prises de rendez-vous, et au bout d'un certain temps, disons 2-3 mois, si vous n'y arrivez pas, vous êtes en droit de déposer une demande auprès du juge administratif. C'est recommandé parce que ça coûte, quelquefois ça coûte cher à l'État. Hein, Et ça coûte cher aux victimes, hein, les recommandés, les oui. accusés de réception, cette violence administrative. La préfecture, même quand on est en situation régulière et juste un renouvellement, il faut montrer patte blanche, il faut les ressources, l'hébergement, etc. Donc ces femmes victimes de violence, au bout d'une année, OK, on leur donne ce titre de séjour. Et au moment du renouvellement, alors vous avez parlé de la situation où après le dépôt de plainte, il y a condamnation, et on sait que c'est pas toujours simple de faire condamner les auteurs de violences conjugales, surtout quand c'est des violences psychologiques, quand il n'y a pas d'enfants, quand il n'y a pas d'attache comme ça. Limite, il faut venir avec les bleus pour se faire entendre. Et donc au moment du renouvellement, qu'est-ce qu'on va demander à ces femmes, et est-ce qu'elles vont éternellement renouvelées comme victimes? Il faut aussi qu'elles avancent et qu'elles ne restent pas sur ce statut de victime en permanence. Moi, c'est ça qui m'interpelle un petit peu. Merci. Oui, bien sûr, vous avez raison. Elles peuvent effectivement rester un certain nombre d'années sous titre de séjour d'1 an, vie privée familiale. Ben, quant à ce qu'elles doivent fournir au moment du renouvellement, ça peut être, je vous dis, hein, il y a des plaintes, il y a les certificats médicaux, il y a toute une série de choses. Il y a l'ordonnance de protection, elle peut être reconduite pour 6 mois, etc. Et enfin, bon, j'imagine que ce sont des personnes qui rentrent ensuite dans le marché du travail, et au bout d'un certain temps, disons au bout de 3 renouvellements, ou plus tard 5 renouvellements de leur titre de séjour, ça dépend des situations, il y a toujours possibilité de faire une demande de titre de 10 ans. Tony, ce serait bien d'avoir le micro, si c'est possible. Alors, merci. Vous avez aussi beaucoup ça c'est je vous disais tout à l'heure, la réalité de terrain, la façon comment les préfectures traitent ces demandes, ça varie selon la préfecture. Alors, quelquefois, les femmes victimes de violences obtiennent des autorisations provisoires de séjour de 6 mois, qui n'autorisent pas à travailler. C'est souvent le cas des
des femmes algériennes, parce que si vous voulez, le cas des Algériens est toujours un cas particulier, puisqu'ils sont régis par la convention bilatérale, les accords d'Évian, et que ce n'est pas prévu dans les accords bilatéraux avec l'Algérie que les victimes de violences conjugales algériennes ont droit à un titre de séjour, sauf si elles ont l'ordonnance de protection une fois de plus. Hein. Mais c'est pas toujours évident à obtenir. Alors, mais bon, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État, les préfectures sont tenues d'examiner aussi la situation de ces femmes-là, mais avec quelquefois des droits un peu réduits, hein, avec des autorisations provisoires. Il faudra déposer ensuite une promesse d'embauche ou un contrat de travail, etc. Oui, ça allait être un petit peu ça la question. Justement, ces titres de séjour qui n'ouvrent pas le droit au travail pendant 1 an ou pendant un certain temps, alors, qui rendent un peu dépendante du conjoint et qui n'aident pas forcément après pour aller de l'avant, la peur d'aller porter plainte parce qu'il n'y a pas de ressources, parce qu'on ne peut pas travailler, etc. C'est évident. Mais bon, dans le cadre de l'ordonnance de protection, le titre de séjour qui est délivré, c'est un titre de séjour vie privée familiale d'1 an qui autorise à travailler. C'est le seul. Oui, bonjour. Une autre question et ensuite... Non, ensuite. Ah, je pose la question ou pas? Oui, allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'un rapport psychologique, ça peut être pris en compte pour constater les violences Oui, bien sûr, évidemment, ce sont des violences... bon, il faudra des certificats d'un psy, etc., de l'hôpital, bien évidemment. Et la dame, elle doit aller au libéral ou c'est fait par... Peu importe. C'est pris en compte par les procès judiciaires? Non, il n'y a pas besoin de passer par... ça peut être un dispensaire, un psy d'un dispensaire ou un libéral, il n'y a pas de souci. Mais bon, bien évidemment... je vous dis, hein, une fois de plus, il faut se référer à la manière comment les préfectures traitent ces demandes et un simple certificat d'un psy parfois suffit pas pour eux. Hein. Donc il faut des mains courantes, des plaintes, etc. Bien, à vous. Alors, moi j'ai un cas pratique au niveau de notre association d'une maman de 2 enfants arrivés par un parcours migratoire clandestin qui a fait une demande d'asile sur Paris, qui s'est fait délivrer le récépissé qui vaut titre de séjour, renouvelé une 2e fois, mais avec des problèmes de domiciliation, mais avec un compagnon. Elle avait un compagnon jusqu'à il y a 6 mois, qui est son cousin, donc mariage familial, qui a subi des violences conjugales. Il y a eu un jugement avec une mesure d'éloignement ou une ordonnance de protection. Je ne suis pas sûre parce que c'est le cas d'un collègue, parce que je posais des questions mais il ne me répond pas. Donc en fait, on est au statu quo au niveau du titre de séjour et ça pose beaucoup de problèmes. Je me demande s'il ne faut pas quand même qu'on puisse faire une demande au niveau du 93, puisqu'elle était à Paris et qu'elle a un problème de domiciliation, mais chez nous, elle a une adresse qui vaut justificatif de domicile. Moi, c'est pouvoir débloquer la situation parce que ça pose beaucoup de problèmes au niveau de la CAF pour le travail et beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre... oui, c'est un gros cas pratique. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Attendez. Parce que cette personne a demandé un statut de réfugié, c'est ça? Oui, mais c'est bloqué. On ne sait pas trop pourquoi. Non, mais c'est pas... Est-ce que l'OFPRA a statué, la CNDA a statué? Est-ce qu'il y a une décision déjà? Oui, elle a une carte qui vaut titre de séjour, mais on ne sait pas pourquoi elle n'a pas de délivrance de titre de séjour. Elle a une attestation. Oui, c'est ça. Il faut que sa demande aille au bout. Parce que elle peut pas... Enfin, elle peut changer éventuellement. Mettons qu'elle souhaiterait déposer une demande dans le cas des violences conjugales. Bon, déjà là, vous me dites, ils sont mariés ou pas? Non. Justement, pas mariés, donc s'il n'y a pas une ordonnance de protection, elle n'a aucune chance, déjà. Là, ils sont passés devant le juge, il y a eu un jugement avec une mesure d'éloignement. C'est parce que depuis tout à l'heure, je lui pose la question, mais ça ne passe pas. Parce qu'on a un vrai... C'est ma situation. Voilà. C'est pas que ça passe pas, c'est que j'ai pas toutes les infos, c'est pour ça que je ne voulais pas intervenir. Si, c'est quand même bien d'avoir.
Non, mais dans le jugement. Bien. Alors, c'est là une ordonnance de protection, à la limite, elle peut solliciter la préfecture, avoir un titre de séjour, mais elle va être... bon, ça l'empêche C'est pas le statu de quo. conserver sa demande d'asile. Hein. C'est pas Oui. incompatible. Hein. D'accord. On Ok, peut faire c'est les pas deux. incompatible. Au D'accord. cas où elle aurait le statut, elle peut toujours renoncer à Parce quelque qu'en plus, chose elle a une d'autre. petite fille et en fait, je pense à plein de choses, c'est pour ça. Merci. Voilà. Bien, je vous remercie. Passons à la question suivante, madame. Alors, je voulais juste apporter une petite précision. Je suis assistante sociale au commissariat de Montreuil par rapport au certificat psychologique. En fait, pour la justice, il y a deux types de certificats. Il y a le certificat UMJ médical qui délivre les jours d'ITT et il y a le certificat UMJ retentissement psychologique, notamment pour tout ce qui est violence psychologique qui rentre complètement dans les violences conjugales. Aujourd'hui, nous, on dépend de l'hôpital Ballanger, Jean Verdier. Il n'y a plus de psychologue. Déjà, les personnes attendaient plus de 4 mois pour avoir un rendez-vous, parce que comme n'importe quel service public, ils sont saturés. Et par contre, c'est un certificat qui est vraiment attendu par les magistrats et c'est le seul qui est reconnu par la justice. Donc, s'il y a d'autres certificats, évidemment, ils peuvent être appréciés pour alimenter l'enquête et pour éventuellement un dossier préfecture. Mais moi, j'invite vraiment à passer par les UMJ retentissement psycho, quand on aura de nouveau un psychologue. Et il faut savoir qu'on peut les solliciter même avant un dépôt de plainte. Et ça, c'est important parce que ça permet aux personnes qui ne sont pas encore prêtes de déposer plainte d'avoir déjà un premier certificat qui pourra déjà établir de façon experte les violences et les répercussions au quotidien. Et surtout, quand la personne sera prête, le certificat, il sera déjà prêt. Bien, merci de cette précision. S'il vous plaît, quand vous prenez la parole, demandez le micro d'abord. Ce serait plus facile pour l'ensemble. Non, juste une petite précision. Vous dites que c'est les seuls qui sont reconnus par la justice. Mais là, on parle du préfet. Donc, à la limite, rien n'empêche que... Mais vous avez raison de le préciser. C'est encore mieux. Hein, si c'est... Mais j'ai eu des cas où il y avait des certificats de psy qui exercent, par exemple, dans le cadre des dispensaires, etc. Et ça a été accepté. Par la préfecture, je veux dire. C'est impressionnant, c'est vraiment les UMJ, quoi. Je peux vous demander, justement, rappeler la dénomination exacte. Alors, ça s'appelle UMJ retentissement psychologique. Et c'est un certificat qui est vraiment attendu par les magistrats, qui est vraiment étudié quand la plainte pour violence conjugale va jusqu'en correctionnel. Oui, bien sûr. Et ça, la dure réalité, c'est que ça va pas automatiquement jusqu'en correctionnel. Les magistrats peuvent juste prendre une décision après l'enquête de délivrer un stage à responsabilité. Mais en tout cas, il faut savoir qu'en correctionnel, ce sont des certificats qui sont attendus. Et lors d'une enquête, le magistrat va attendre l'établissement du certificat avant même de pouvoir autoriser le policier à démarrer l'enquête. Non, Monsieur Moubaraki, vous avez une question? Oui, il y en a. Madame, vous pouvez nous dire c'est quoi MGC? Parce qu'il y en a qui demandent. MJ, pardon, MJ. Alors, je suis un peu nulle en sigle. Je ne sais plus si c'est urgence ou unité médico-judiciaire. Bon, bah voilà. Médico-judiciaire. Unité médico-judiciaire. Voilà. Unité médico-judiciaire, dit mon voisin, oui. Qui est très documenté sur la question. Oui. Oui. Ah oui. 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 Merci. D'autres questions? Autre question? Oui. Merci. Il y a aussi une autre forme de violence. C'est beaucoup de femmes qui arrivent, soit elles sont déjà sur le sol, soit on les fait venir et elles ont le droit à rien. Elles ne sortent pas, elles n'ont pas le droit à une carte bancaire, elles ont le droit à rien. Moi, j'ai reçu des cas comme ça et je ne sais pas où les orienter et comment les accompagner. Ces personnes arrivent dans quel cadre ici en France? Est-ce qu'elles sont arrivées sous couvert de visa, sont conjointes de Français, quel est le... Généralement, c'est des femmes qui arrivent soit avec un... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Donc, il ne marche pas.
Ah oui, ça marche. Si. Généralement, elles sont ici en France avec un visa touristique. Ouais. Elles sont sans papier. Et voilà, elles se retrouvent face à des situations comme ça. Elles ne sont pas mariées. Des fois, c'est un mariage religieux. Ouais. Et elles sont exploitées et elles ont le droit à rien. Bah, le mariage religieux, ça peut être reconnu en France, d'abord. D'accord. Maintenant, si elles sont victimes de violences conjugales, il faut, dans ce cas-là, la seule possibilité, vu qu'elles ne sont pas rentrées, parce que, vous savez, les conjointes de Français, normalement, arrivent en France couverts d'un visa. La loi dit même que, avant même qu'un premier titre de séjour soit délivré, si elle a fait l'objet de violences conjugales, le préfet, si elle a une ordonnance de protection, doit lui remettre un titre de séjour. Si elle n'a pas d'ordonnance de protection, le CCDA prévoit également que son statut soit, enfin, que sa situation soit examinée dans le cadre des violences conjugales. Mais toute la question est de savoir si c'est des épouses ou des concubins ou des pacsés, etc. Vous voyez, la loi fait cette extension-là. Et la même manière que ça peut être des épouses de ressortissants de l'Union européenne ou de réfugiés, etc. Ils ne rentrent pas dans le cadre du texte s'il n'y a pas d'ordonnance de protection. J'insiste là-dessus. Alors, soit ces personnes saisissent le juge, le JAF, pour faire une demande d'ordonnance de protection. Mais bon, vous savez, il faut être vraiment... C'est pour la protéger. Hein. L'ordonnance de protection peut même, contre des cas très graves, interdire l'agresseur de contacter la personne. Elle est hébergée dans un endroit où il ne peut pas savoir où elle se trouve, etc., etc. Donc, il y a plusieurs mesures dans le cadre de l'ordonnance de protection. S'il y a des enfants, on doit protéger les enfants, etc. S'il n'y a pas d'ordonnance de protection et qu'il s'agit d'épouses français ou d'encadrement familial, il faut dans ces cas-là faire la demande auprès de la préfecture avec les justificatifs des violences. Après, ça, c'est étudié au cas par cas. Hein. Il n'y a pas de... Comment nous, parce que moi, nous, c'est une association, j'ai reçu des femmes dans ce cas-là, ils subissent la violence, mais elles n'ont aucun droit. C'est comment, qu'est-ce qu'on peut faire Mais nous? Qui sont les auteurs des violences? Est-ce que vous me parlez de... un compagnon, un copain, quelqu'un de l'entourage de sa famille, et ces femmes-là, elles se retrouvent dans l'impasse, elles ne savent pas quoi faire. Elles ne savent pas vers qui Bon, la solution, c'est c'est pas de ne rien faire. Hein. Il faut faire quelque chose. Oui. Alors là, de toute manière, quelle que soit la situation des personnes, elles ont parfaitement le droit de porter plainte, de déposer des mains courantes, etc. Il faut parce que beaucoup ont peur d'être appréhendés, etc., et de faire l'objet d'invitations à quitter le territoire, ce qui n'est pas... Ça se faisait dans le temps, mais maintenant, on ne peut pas donner, par exemple, une OQTF à quelqu'un qu'on soit au niveau du commissariat. Le commissariat doit prendre en considération les plaintes de ces personnes. Après, bon, il y a une circulaire qui date de 2011 par rapport aux questions des violences conjugales où le ministre de l'époque, je ne sais pas si c'était Sarkozy ou je ne sais plus en 2011, hein, je ne sais plus. Sarkozy. Oui, même une circulaire n'a pas, vous savez, une circulaire n'a pas de force de loi, mais c'est des instructions qui sont données au préfet. Et dans cette circulaire, le ministre de l'époque demande au préfet d'examiner toute situation de violence conjugale. Maintenant, le problème, c'est comment les préfectures examinent et comment on accède aux préfectures. Tout le problème, il est là. Hein, je l'ai dit dès le départ, il y a la réalité de terrain. C'est selon le département où vous êtes, déjà dans les démarches simplifiées
il n'y a pas de rubrique pour les violences conjugales, ce qui est déjà une anomalie. Hein, donc on traite, en définitive, il faut je vais faire un peu de politique, moi, mais c'est obligé. Tout ça, c'est politique. Au fait, ce sont des femmes victimes de violences, mais elles sont d'abord traitées en tant que femmes étrangères, dans le cadre d'une politique de l'immigration. Comme les mineurs isolés, comme les faux ou les vrais demandeurs d'asile et tout ça. Tout ça, ça rentre dans un cadre politique et d'une volonté de traiter ou pas. C'est pour pas faire, comment ils disent ça, j'adore cette expression, l'appel d'air, tu vois. Il n'y a qu'à voir ce que vient de se passer au Sénat, vous êtes tous au courant. Parce que le Sénat a voté il y a à peine 2-3 semaines des mesures de mémoire de vieux routiers. J'ai pas vu ça depuis, faut peut-être remonter aux lois Pasqua par là. Donc l'aide médicale est annulée, machin, toute une série de mesures qui ont été votées par le Sénat. On va voir ce que va faire le projet de loi, ce qui va en sortir de l'Assemblée nationale qui va l'examiner à partir du 11 décembre. Oui. Une dernière question. Alors, ce n'était pas une question, mais c'était juste pour madame qui posait la question par rapport à ces femmes qui n'ont aucun papier. Il existe la CIMAD qui, elle, aide justement toutes ces femmes qui se retrouvent sur le territoire. Donc, le territoire français ne sait pas, n'a pas connaissance que ces femmes sont là. Elles sont bien sûr esclaves, traitées comme telles. Elles ne disposent d'aucun document, n'ont pas de carte vitale, n'ont pas droit à la santé. Elles n'ont rien. Et c'est vrai que pour ces femmes que je reçois, je les oriente vers la CIMAD qui, elle, vient justement les accompagner pour toutes ces parties administratives et également pour le dépôt de plainte. Donc c'est vraiment, si ça peut vous aider, la CIMAD. Oui, mais bon, je préciserai que, vous savez, la loi, c'est moi je fais ça souvent dans mes formations, c'est des petits carrés. Hein. Si vous ne rentrez pas dans un des petits carrés, il n'y a rien à faire. Alors donc, après... le simple fait d'être victime ne suffit pas. Il faut le prouver. Et dans quel contexte, hein? Bon, ça peut être, vous savez, il y a aussi inscrit dans la loi le parcours de sortie de la prostitution, par exemple. C'est une possibilité qui est donnée aux femmes qui sont dans la prostitution. Hein, il y en a beaucoup, qui sont étrangères, je veux dire. Et donc, mais ça, c'est suivi par des associations spécialisées comme l'Amicale du Nid ou d'autres pendant un parcours de 2 ans, etc. Il y a tout un accompagnement et ces femmes, il y en a beaucoup qui sont sorties de cette autre violence aussi et obtiennent des titres de séjour d'1 an renouvelables pour, en règle générale, en tant que salariés. Parce que pendant les 2 ans qu'elles sont accompagnées, on doit leur trouver un emploi, etc. Après, bon, si c'est des personnes qui sont là récemment et qui ne rentrent pas dans un de ces carrés-là, je veux bien, bon, la CIMAD les accompagne, mais elles ne trouveront pas forcément systématiquement des solutions. Dans le temps, il faut attendre pour réunir, par exemple, les critères plus tard. L'admission exceptionnelle au séjour, on en débat beaucoup en ce moment, qui est réservée aux personnes qui déposent une demande avec un contrat de travail, les fameux métiers en tension, ou les parents d'enfants scolarisés, etc. Il y a des voies, mais il faut les connaître, il faut les traiter dans le cadre de la loi telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Bien, M. Seda, je vous remercie. Je pense que vous avez répondu en grande partie à cette complexité. Vous nous avez menés dans ce labyrinthe. Bon, j'espère pour la grande satisfaction de celles qui ont posé les questions. Merci. Excusez-moi, je veux juste rappeler que M. Sedas reste avec nous cet après-midi, au moins 2 heures. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas cet après-midi. Voilà. Bien, merci de cette information. Et que M. Sedas a un livre des formations à Migration Santé sur 4 jours
sur l'ensemble, la question du droit des étrangers, cette année, malheureusement, elle a été annulée faute de candidats. Voilà, donc je vous laisse. On va la programmer pour l'année prochaine. Bien, merci de cette précision, nouvelle précision. Et je vais donc passer la parole à M. Noël Agossa,